Bon. Donc on reprend du départ. Vous connaissez tous les pesticides. Les pesticides, vous connaissez tous. C'est une question socialement vive, très vive. Donc vous l'avez vu, 1960 jusqu'aux années 2000, on a une augmentation des pesticides impeccable. Ça reste assez stable. Il y a des velléités donc de diminuer suite à tous les problèmes qu'on connaît face à l'utilisation des pesticides. Maintenant, si on revient un peu plus en arrière, ces questions, vous savez tous qu'il y a des impacts environnementaux, des impacts en santé humaine, on le sait tous maintenant, mais au tout départ, c'était moins évident. Et l'augmentation des pesticides, c'est lié à plein d'avantages qu'il y avait. Vous avez ici des tableaux et des photos. Ici, c'est en Flandre, avec donc, par exemple, le désherbage manuel et l'utilisation de glyphosate, que vous avez donc eu hier. Certains ont eu des documents là-dessus. Ça a permis, effectivement, de libérer énormément de problèmes liés à la main-d'œuvre et donc une augmentation des rendements, une augmentation de la qualité. Et donc, les pesticides étaient, voilà, avec énormément de vertus à l'époque, et ont été massivement utilisés à cause de ça. Pensez simplement aussi, par exemple, au paludisme. Maintenant, on est en réduction du paludisme, mais prenez les côtes françaises, prenez la Corse, sur lequel il y avait des moustiques, il y avait de l'anophèle, il y a eu l'utilisation de DDT massives à l'époque qui ont permis l'éradication donc des anophèles en France, dans le sud de la France, en Corse, et donc pas qu'en France, évidemment, à plein d'échelles dans le monde. Alors là, vous voyez des photos qui prêtent à rire aujourd'hui quand on voit l'utilisation à main nue, sans masque, où ils y allaient franco. Il y a même, on peut regarder, à l'époque, on ne connaissait pas la dangerosité du DDT, on n'en voyait que les avantages. Mais évidemment, ces avantages étaient réels. Il y a eu des réductions massives de paludisme et donc, à l'époque. Donc il faut se souvenir de ça. Les pesticides, et aujourd'hui encore, il y a des avantages à son utilisation, mais évidemment des inconvénients qu'on voit de plus en plus. Et ces inconvénients, on les a vus arriver au fur et à mesure. Il y a un tournant clé, je pense que beaucoup de gens le savent ici, le fameux printemps silencieux de Rachel Carson, vous le connaissez, donc qui est dans les années 60. Alors on en était encore à de la pub magnifique, hein, DDT is good for me, allons-y, ça y est. Et puis Rachel Carson et ensuite toutes les études qui ont découlé de ça ont montré que non, il y avait un problème à l'utilisation des pesticides au sens large avec des impacts environnementaux forts. Et donc ces problèmes environnementaux, ils ont été de plus en plus croissants, ils sont étudiés de manière donc de plus en plus détaillée. Donc des problèmes environnementaux d'une part, effectivement, mais également des problèmes sur la santé humaine. Le cas du glyphosate, vous avez tous lu dernièrement ces cas, cette bataille entre certaines agences d'évaluation donc, et d'autres, l'EFSA, qui sont donc certains en disant que c'est problématique, d'autres non, on reviendra là-dessus. Et avec donc des plans, Laurent en a parlé, Ecofeto 2018, avec l'idée d'une volonté de réduire les pesticides. Alors quand on en arrive à ça, on en arrive au fait que dans une analyse justement de prise de risque, d'incertitude, on arrive à une analyse rapidement de coût-bénéfice. Et donc je vous ai dit, les bénéfices, on sait relativement bien les mesurer, et encore il y a une part d'incertitude là-dessus. Moi je vais me concentrer sur la diversité du coût des pesticides. Et quand on commence à réfléchir au coût des pesticides, c'est là où ça commence à être difficile, puisqu'il y a des coûts classiques, on sait relativement bien mesurer, qui sont par exemple les coûts de traitement. Si on prend des agriculteurs, ils vont savoir, ils vont acheter leur matière première, ils vont la mettre au champ, et tout ça, ces coûts peuvent être relativement bien calculés. Après, il y a ce qu'on appelle des coûts cachés, qui sont beaucoup plus difficiles à estimer. Par exemple, l'utilisation de pesticides, vous le savez tous, il va y avoir moins d'abeilles. Qui dit moins d'abeilles dit moins de pollinisation. Qui dit moins de pollinisation dit diminution de rendement, et ceci est un coût pour l'agriculteur. Mais vous comprenez bien que là, le coût de cette diminution de la pollinisation, il est beaucoup plus difficile à calculer. Et puis, Laurent, là aussi, on a parlé à un moment donné, il a dit le mot d'externalité, c'est encore des coûts. Alors les externalités, c'est pas toujours bien net. Une externalité classique, vous prenez les poids lourds sur les routes sur les routes, ça abîme les routes. C'est pas les poids lourds, c'est pas les compagnies de poids lourds qui les payent. C'est qui? C'est la société, c'est nous avec quand on paye une partie des frais d'autoroute. Donc c'est une externalité, c'est-à-dire que c'est pas les utilisateurs eux-mêmes, mais la société au sens large qui va les payer ou d'autres acteurs. Et là encore, les pesticides engendrent des externalités négatives qui sont un coût pour la société. Donc ça, c'est la diversité des coûts. Alors quand on a étudié les coûts, puisqu'on a fait ça avec un collègue, on a rangé ces coûts-là en 4 grandes catégories. Et ça vous donne une idée de l'étendue des coûts. Tout d'abord, il y a l'activité réglementaire. Alors c'est tout bête, mais pensez à un pesticide. Il y a des coûts de régulation des pesticides, de coûts de traitement des déchets et des sites.
des campagnes de sensibilisation, des activités de contrôle, d'aller sur le terrain, vérifier les limites d'utilisation des pesticides, des activités d'expertise, vous connaissez tous l'ANSES, moi je travaille à l'INRA, ça fait partie, il y en a d'autres qui travaillent à l'INRA, et ils estiment également donc, les impacts liés aux pesticides, et c'est des coûts associés, et l'épuration de l'eau, par exemple, une partie de l'épuration de l'eau est pour enlever les pesticides qui sont contenus dans l'eau. Après, il y a l'impact sur l'environnement. Mortalité directe et indirecte sur la faune. On a parlé des abeilles. Vous avez vu hier, visiblement, il y avait un dossier sur les néonicotinoïdes. Il y en a qui ont eu ça. Donc ça, un impact maintenant bien connu, mais qui est assez récent. L'impact sur les poissons. Par exemple, un déversement de pesticides ou l'utilisation de pesticides peut se déverser dans les cours d'eau. C'est connu par ruissellement, par tout ce qu'on veut. Et il va y avoir une mortalité. Alors, mortalité directe ou indirecte, ça peut être une mortalité directe si les taux sont trop, ça peut être une mortalité indirecte, c'est-à-dire une diminution de la valeur sélective des individus, et qui fait qu'ils vont moins se reproduire, qui fait que les populations diminuent. Ici, des oiseaux morts. Je vais vous donner un exemple qui est relativement mal connu, en tout cas peu connu. Dans les années 60-70, il y avait l'utilisation de carbofuran qui était dans les champs américains. Alors c'était quoi? En gros, c'était un insecticide qui était déversé sur les champs de maïs, notamment. C'est des petits granulés comme ça. Et le carbofuran est un insecticide extrêmement actif. Donc les agriculteurs américains déversaient ça sous forme de granulés dans leurs champs de maïs avant la culture du maïs. Les oiseaux arrivaient là-dessus, c'est les songbirds, des espèces de petits passereaux. Ils prenaient ça pour des graines, hop, ils mangeaient un petit granulé. Et un seul granulé en carbofuran est assez puissant pour tuer un oiseau. Dans les années 60, les estimations vont jusqu'à 80 à 100 millions d'oiseaux par an qui mouraient liés à l'ingestion de carbofuran, qui depuis a été interdit sous sa forme de granulé et qui a été interdit comme matière active. Après, il y a des impacts sur les cultures, c'est-à-dire l'utilisation de pesticides, ça permet de protéger les cultures, mais si vous utilisez du glyphosate, il y a du déversement sur les cultures à côté et vous allez avoir de l'endommagement de cultures qui fait que vous avez des diminutions de rendement. Et puis la résistance aux pesticides, vous connaissez tous les problèmes de résistance, qui fait qu'on augmente les quantités de pesticides, et là encore il y a un coût. Impact sur la santé humaine, alors on y viendra, c'est un point dans les zones d'inconfort et les zones d'incertitude. Il y a la toxicité aiguë. Alors en France, on n'est pas dans les situations comme ça, en Europe non plus, quoique des fois c'est limite. Mais si vous allez dans tous les pays en voie de développement, pour ceux qui ont voyagé et connaissent ça, vous savez très bien que dans de nombreux cas, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants et qu'en termes de toxicité, retour de pesticides, il y a des problèmes majeurs avec des intoxications aiguës qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc il y a des estimations qui sont faites, là encore grossières, mais des impacts sont forts. Sans compter effectivement le brassage de pesticides à main nue. Toxicité chronique, c'est un des sujets les plus chauds et les plus compliqués. De plus en plus d'études montrent un lien entre l'utilisation de pesticides et plein de maladies. C'est le cas par exemple de la maladie de Parkinson, c'est le cas de certains cancers, comme le cancer de la prostate. C'est vrai de retards mentaux, l'autisme par exemple, on soupçonne qu'il y a un lien entre l'utilisation de pesticides et l'autisme. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. Dernière catégorie de coûts, c'est des dépenses liées à la protection contre les pesticides. Par exemple, l'eau en bouteille ou la purification de l'eau. Alors il y a plein de raisons différentes, c'est difficile à démêler, ça peut être pour protéger contre les nitrates, ça peut être parce qu'on préfère la qualité de l'eau en bouteille ou de l'eau purifiée. Mais une partie, quand on questionne les gens de la raison d'utilisation de l'eau en bouteille ou de la purification de l'eau, vient du fait qu'ils veulent se protéger contre l'exposition aux pesticides. Et donc ça a un coût, les gens payent quelque chose, payent un coût pour ça, et donc c'est un coût associé à l'utilisation. De la même manière, les gens qui se consomment bio, je ne sais pas, il y en a certains qui consomment bio ici, grande partie. Une des raisons de consommer bio, quand on questionne les gens, c'est de dire c'est pour me protéger contre les pesticides. Ce n'est pas la seule raison, il y a d'autres raisons, ça peut être pour promouvoir un modèle économique, ça peut, mais une des raisons. Et le surcoût du bio, il y a un surcoût au bio, c'est vous qui le payez, et donc vous avez un coût associé à la protection des pesticides. Alors si on va dans l'évaluation des coûts maintenant, je vous ai brossé une catégorie de coûts, mais attention, derrière là-dedans, vous parliez de zones d'inconfort. Si on va dans l'estimation des impacts, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. De savoir exactement quelle est la quantité, par exemple, prenons un cas de mortalité des poissons ici, allez estimer le nombre de poissons qui sont morts par an liés à l'utilisation de pesticides. Je ne vous dis pas l'écart type que vous allez avoir dans une zone d'incertitude qui est considérable. Maintenant, si je vous demande le coût d'un poisson, allons-y,
Coût d'un poisson. Comment vous faites pour estimer le coût d'un poisson? Le coût d'un oiseau. Comment vous faites pour estimer le coût d'un oiseau? Donc on se retrouve dans des zones particulièrement d'inconfort en termes d'une part d'estimation d'impact, et ensuite c'est comment je fais une estimation économique à partir de cet impact-là. Donc là vous vous dites très bien, on revient au tout départ, hein. Ici, utilisation massive de pesticides, on augmente. Il y a des avantages, il y a des coûts, et on se dit, les coûts, maintenant on les connaît depuis un moment, 1960, Rachel Carson, on a une bonne idée de tous les coûts qu'il y a, on devrait avoir une bonne idée. Alors on s'est amusé avec, on a fait une étude justement, on a essayé d'être exhaustif sur l'ensemble des études publiées sur les coûts associés à l'utilisation des pesticides. 61 études. Ça, c'est l'ensemble des données dans la littérature à l'échelle mondiale depuis les années 60. 61 études, et ces 61 études, il y a des jeux de données qui ont été utilisés plusieurs fois. Il y a 30 jeux de données indépendants sur le sujet. Ça vous donne une idée, vous parliez de zone d'inconfort, allons-y, alors là on est complètement inconfortable, on se retrouve avec effectivement extrêmement peu de données pour aborder les coûts liés aux pesticides. Et quand vous prenez ces 61 études, on a tout compris, c'est-à-dire on a compris, y compris certaines études qui n'estiment que le nombre de morts d'oiseaux est une estimation économique à la louche. Quand je dis à la louche, c'est vraiment à la louche. Et la plupart des coûts, la conclusion, ne sont tout simplement pas estimés, ou sont généralement complètement sous-estimés. On en arrive à la conclusion qu'à l'heure actuelle, on est dans l'impossibilité d'estimer les coûts. Non seulement les coûts qu'il y a eu, mais les coûts actuels. Et une des raisons, elle est toute simple, on va parler encore plus d'inconfort, c'est que quand on fait des estimations, c'est généralement à partir de données rétrospectives, c'est-à-dire des données étalées sur 30 ans, sachant qu'à chaque fois on nous questionne, on dit mais les coûts actuels c'est quoi? On leur dit le problème c'est que les matières actives utilisées aujourd'hui c'est pas les mêmes, que la nature les quantités utilisées ne sont pas les mêmes, et donc autant si on va dans le passé on peut avoir une idée des coûts qui ont eu lieu. Aujourd'hui, si vous questionnez un scientifique pour dire le coût des pesticides là qu'on utilise en France, c'est combien? Aucun scientifique ne peut vous avancer un chiffre sérieux là-dessus. Donc là, on est vraiment dans une zone d'inconfort parfaite. Et le point critique, là-dedans, je vous l'ai dit, c'est les pathologies humaines chroniques. On va rester dans les zones d'inconfort. Dans les estimations qui sont faites à la louche dans les années 90, donc de manière rétrospective, c'est clairement un des coûts les plus importants, ces maladies chroniques. Et les estimations, c'est 18 milliards de dollars, US dollars, dans les années 90. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, vous l'avez vu pour ceux qui ont regardé le glyphosate, et puis pour ceux qui sont au courant de l'actualité, le glyphosate, comment on fait? Est-ce qu'il y a vraiment un danger associé au glyphosate et jusqu'à quel point? À l'heure actuelle, toutes les études montrent souvent une association statistique entre beaucoup de maladies, je vous en ai répertorié ici, que ce soit Parkinson, la sclérose en plaques, le lymphome non hodgkinien, etc. Vous en avez toute une liste. Le seul problème, c'est que c'est un lien statistique, et d'un lien statistique à un lien de cause à effet, vous êtes tous scientifiques, c'est difficile. C'est quasiment même impossible. Et donc, quand on questionne les scientifiques dessus, ils disent, autant il y a des épidémiologistes qui s'avancent à dire qu'il y a un lien statistique, maintenant, si vous prenez la littérature des gens qui font réellement et qui s'avancent à dire qu'il y a un lien de cause à effet, il n'y en a quasiment pas. Et si on passe du lien de cause à effet à savoir quel est le pourcentage de cancer, par exemple, de la prostate qui serait dû à l'utilisation des pesticides, là, tout simplement, il n'y a pas de données dans la littérature. Aucun épidémiologiste ne s'aventure à ça. Alors, quand vous les questionnez en privé, ils vous disent « ouais, probablement, il y en a, et c'est probablement non négligeable ». Alors, on dit « pourquoi vous avancez pas de chiffres ?» Le problème, c'est que c'est multifactoriel, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop le lien de cause à effet, et donc, aucun chiffre n'est disponible. Aucun chiffre n'est disponible, donc ça veut dire égal 0 en termes de coût économique derrière. Je finis sur celle-ci, j'ai été super court, comme ça il y aura le temps de plein de discussions. Ce qui m'a interrogé quand vous discutiez, vous parliez de zone d'inconfort. Toujours, vous avez parlé de ça et je suis complètement d'accord. Et là, on voit à quel point, sur des données scientifiques comme ça, on est sur une zone d'inconfort. Pourtant, il y a toute une partie qui est vraiment de la connaissance scientifique. C'est-à-dire que dans l'absolu, il y a bien
un taux de pourcentage de cancer lié à l'utilisation de pesticides. Le truc, c'est que c'est tellement mou, c'est tellement dur à estimer qu'on ne sait pas. Ça, c'est une zone pour moi d'inconfort, telle que je réfléchissais derrière quand vous discutez. C'est une zone d'inconfort scientifique. Cette donnée-là, elle est accessible, sauf on aura énormément de mal à avoir cette donnée scientifique-là. Ça, c'est une zone d'inconfort. Mais pour moi, il y a une deuxième zone d'inconfort, qui est celle du choix lié à comment ensuite ces coûts économiques, on les pondère par rapport à des bénéfices. Prenez le cas par exemple du problème éthique. Quelle est la valeur de la vie ? Très clairement, on a des cancers, on a des mortalités associées. Comment on estime le coût d'une vie ? Alors c'est intéressant. Dans l'étude que l'on avait fait, nous on avait fait une compilation, le coût de la vie, 10 millions d'euros, c'est à peu près ce que disent les économistes. 10 millions d'euros. Alors on avait publié notre article et Jean Gadret, qui est un éditorialiste, un économiste qui est assez connu, qui travaille à Alternative économique, il a fait un billet sur notre papier, il a dit « Oh, moi je suis pas d'accord, le coût de la vie, faut arrêter, ça s'estime pas ». Le coût de la vie ne peut pas se mesurer. La vie n'est pas mesurable économiquement. C'est une position éthique qui est tout à fait acceptable. Et je l'accepte. Et en même temps, je l'accepte et je me dis, mais si on ne la calcule pas, on fait la part belle à tous ceux qui ont des impacts environnementaux en disant si le coût de la vie humaine est égal à 0, ça veut dire qu'on surestime les bénéfices par rapport au coût si on ne met pas de coût à la vie humaine. En même temps, si on passe tout à la moulinette de l'économie, ça pose un certain problème éthique. Et de la même manière, quand je dis 10 millions d'euros, ça c'est ce qu'estiment les économistes, je vous passe la manière dont ils le calculent, mais ça veut dire quoi ? Comment on calcule le coût d'une vie humaine ? Et là, je parle d'une autre zone d'inconfort, qui est de dire, là, on n'est plus dans de la science. Quand on arrive sur ces trucs, quand on arrive sur ces débats-là, sur les enjeux de société, quelle société on veut, comment le bien-être, comment on estime le coût d'un cancer, comment on estime on se retrouve sur des problèmes forts. Donc des problèmes scientifiques et techniques, je l'ai dit, cette part de zone d'inconfort, et puis des problèmes politiques qui sont comment définir une politique publique. On l'a dit, Jean l'a dit, etc. On arrive vraiment sur une partie d'activisme sur quelle société on veut, quel modèle économique on veut, ça va jusqu'à du bonheur, ça va. Et toute cette activité autour des questions socialement vives, pour moi, elles abordent, on part d'une donnée économique difficile, d'une zone d'inconfort, d'estimation de risque, d'estimation du degré d'incertitude, mais même une fois qu'on l'a levé, on se retrouve par rapport à une incertitude en termes de choix politiques, de choix idéologiques. J'avais prévu éventuellement de parler d'OGM, mais on pourra en parler autant que vous voulez. Dans le débat sur les OGM, on rencontre complètement ça. Il y a des gens qui disent, bon, c'est pas grave, les gens n'ont rien compris, si on les éduque, c'est bon, ils vont comprendre, et puis ils vont accepter les OGM, c'est juste un problème d'incompréhension. Je connais beaucoup de scientifiques qui ont ça. J'étais au Conseil des biotechnologies, au HCB. Beaucoup pour eux, c'est une évidence. Une fois qu'on aura bien expliqué, les OGM, c'est bon, c'est clair. Et moi, je suis en désaccord avec ça en disant, la part de risque est associée, parce qu'il y aura toujours une part de risque, toujours, quelle qu'elle soit. Un scientifique qui vous dit « oh, c'est bon, moi j'ai étudié, il n'y a pas de part de risque ». Non, on peut descendre le degré d'incertitude, il y a toujours une part d'incertitude. Et la question qui est « quelle est la part d'incertitude que j'accepte dans une prise de décision ?» J'accepte les OGM, j'accepte une part d'incertitude. J'accepte les téléphones portables, j'accepte une part d'incertitude. Et cette part d'acceptation de l'incertitude, elle dépend éminemment de choix idéologiques. Jusqu'à quel point j'accepte cette degré d'incertitude au regard d'une certaine idéologie. Et pour moi, on n'est plus dans le scientifique, on est dans le choix politique, on est dans le choix idéologique. C'est pas aux experts de décider, c'est à la société de décider. Et là, on rentre dans un débat vif, des questions socialement vives, qui est de dire, il y a la part d'expertise scientifique, ce que l'on peut apporter, solidement plus ou moins molle. Et puis, il y a la part de décision qui s'appuie sur cette donnée plus ou moins molle en acceptant ce degré d'incertitude. Mais quel que soit le degré de certitude ou d'incertitude, il y a bien une décision, et cette décision-là, elle est politique. Et là, on rentre dans du super inconfort, surtout en tant qu'expert scientifique, sur lequel on a peu à apporter. Il y a plein de pistes potentielles, pardon. Je reste là pour avoir place au débat, si ça vous va. Merci.